Bonjour et bienvenue à la formation sur l'évaluation de la levée et diagnostic des causes de mauvaise levée dans le maïs et le soya. Cette formation est une initiative du RAP Grande Culture et du MAPAC. Je me présente, Marie-Ève Bernard, je suis agronome conseillère en agro-environnement et santé des sols au MAPAC à la direction régionale de la Montérégie-Est. J'aurai le plaisir d'être votre animatrice pour ce matin. Je tiens à souligner la présence d'Héloïse Bernier-Leduc, conseillère en communication au MAPAC, qui sera l'hôte du webinaire, pour son appui dans tous les aspects de la diffusion, ainsi que la présence aussi de Stéphanie Mathieu, agronome, conseillère en grande culture à la direction régionale de la Montérégie-Ouest, qui m'assistera dans la gestion des questions. Merci à vous deux. La durée de la formation sera d'environ 1h30. Elle devrait se terminer vers 9h40. Avant de débuter, voici quelques informations et consignes à suivre pour le bon fonctionnement du webinaire. Vous remarquerez que vos caméras et vos micros sont fermés et il n'est pas possible pour vous de les ouvrir. Au programme ce matin, il y a 3 conférences. Yvan Fauché va présenter les impacts des pertes de population et problèmes de levée liés aux semis. Brigitte Duval parlera des maladies des plantules et des problèmes non parasitaires. Et finalement, Geneviève Labrie va nous présenter les dommages causés par les ravageurs des semis, du maïs et du soya. Afin de favoriser les échanges, il y aura une période de questions après chaque conférence d'environ 5 minutes. Pour la période de questions, je vais poser les questions qui se trouveront dans la zone de clavardage aux conférenciers qui, eux, répondront de vive voix. La zone de clavardage, pour ceux qui sont moins habitués avec Zoom, se situe en bas de votre écran. Il s'agit d'un symbole de bulle. Selon la version Zoom que vous avez, cette fonction peut se nommer chat, discussion ou encore converser. Pour permettre à tous et à toutes de voir vos questions, nous vous demandons d'adresser vos questions à tous les panélistes et à tous les participants. Vous pouvez choisir cette option lorsque votre fenêtre de clavardage est ouverte en bas dans un petit menu déroulant. L'enregistrement du webinaire sera déposé sur la chaîne YouTube du MAPAC dans les prochains jours. Donc, sans plus tarder, je vous présente Yvan Fauché, conseiller en grande culture au MAPAC à la direction régionale de la Montérégie-Est. Yvan, bon, tu as déjà allumé ta caméra et ton micro. Donc, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Voilà. Est-ce que c'est correct? Vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Bon. Bien, merci tout le monde de participer à notre webinaire ce matin. D'entrée de jeu, avant de vous parler des problèmes de levée liés au maïs, on va regarder un petit peu les impacts de perte de population. En fait, les impacts d'avoir une population plus faible dans le maïs et dans le soya. Bon, comme plan de présentation, impact des pertes de population de maïs et dans le soya. Et ensuite, on va regarder les facteurs pouvant affecter la levée, principalement l'humidité du sol dans la zone de semis, les températures de sol dans la zone de semis et d'autres facteurs tels que présence de résidus, le lissage et le croûtage. Bon, pour commencer, voici un tableau ici. En fait, c'est une étude là, de l'Ontario. En fait, c'est une étude sur les densités de peuplement que vous voyez à votre gauche. C'est probablement des tableaux peut-être que vous avez déjà vus, mais c'est quand même bien de se rappeler ces choses-là et de les regarder des fois plus en détail. Vous avez les densités de peuplement et des différents sites là, sur lesquels ils ont fait leurs essais. C'est principalement des sites dans l'ouest de l'Ontario. Mais je veux juste porter votre attention sur justement ici, en fait, c'est des rendements relatifs. Donc, on parle de 100 de rendement à 74 000 plants à l'hectare. Si on diminue la population à 59 300 plants à l'hectare, c'est-à-dire de 20 on a des pertes de rendement de l'ordre de 3 à 4 Des fois, c'est bon de relativiser un petit peu et de voir quand même le potentiel d'adaptation du maïs dans les situations de population moindre. Ici, je tiens à préciser que c'est des pertes de population uniformes. Ce n'est pas toujours le cas qu'on a dans le maïs au niveau des pertes de population uniformes. Quand on a des pertes de population non uniformes, tout dépendant de la non-uniformité, puis là, il y a des chiffres encore là-dessus, on peut rajouter de 2 à 5, 6 de plus de perte de rendement si on a des gros gaps là, dans notre population. Un petit clin d'œil ici au niveau des décisions de ressemis. Je trouvais ça intéressant de vous parler de ça. Des fois, on se pose toujours des questions. Ça, c'est un
un tableau du Wisconsin, des études du Wisconsin de 2002. Ça date quand même un petit peu, mais c'est quand même encore d'actualité. Si on prend un exemple d'une personne qui a semé le 10 de mai et pour X raison, une population de 18 000 plants à l'acre, donc une population quand même très faible dans le maïs, le rendement serait aux alentours de 80 de son rendement potentiel. Ici, le rendement relatif de 100 a été identifié à 36 000 plants à l'acre, semé le 1er mai. Donc, on a une perte de rendement ici de 20 dans le cas de sa perte de population. Est-ce qu'on doit ressemer dans cette situation-là? Mais si on regarde ce tableau-là et on prend l'exemple d'une décision de ressemis qui est prise aux alentours du 1er juin, ou peut-être un petit peu avant, mais bon, pour X raisons, pas capable de semer, ou en tout cas va semer le 1er juin, 2 semaines après, ben, à ce moment-là, on va ressemer avec une population de 34 000 plants à l'acre et le potentiel de rendement, selon cette étude-là, serait de 165 semé avec un hybride hâtif. Donc, dans une situation comme ça, ben, la décision de ressemer n'aurait pas été très bonne. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le potentiel de rendement qu'on aurait pu avoir quand même avec notre 18 000 plants à l'acre. Donc, les décisions de ressemis, c'est principalement basé sur le nombre de plants restants. Ça, c'est de faire une bonne évaluation de la population. Là, on n'a pas été dans les détails de comment évaluer la population. Je pense que la plupart d'entre vous êtes capables de le faire. On a d'évaluer aussi la santé des plants. Est-ce que les plants vont tous bien se rendre à terme? Le potentiel de rendement du nouveau semis versus l'ancien, un peu qu'est-ce qu'on fait là, et d'évaluer aussi les coûts de ressemis. L'idée, on voulait aussi vous parler de levée inégale parce qu'on a des pertes de population, mais souvent, c'est des problèmes de levée. On va avoir des différences de levée qui vont des fois arriver à des différences d'une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, tout dépendant des problèmes qu'il y a eu entre les différents plants. Qu'est-ce que je veux vous dire ici qui est important, c'est que l'uniformité de la levée est plus importante que l'uniformité de l'espacement entre les plants sur le rang. On sait que l'espacement entre les plants sur le rang est important, mais encore plus important, c'est d'avoir une levée uniforme. Pour appuyer mes dires, j'ai sorti un peu encore un tableau là, de l'Ontario ici, où ils ont fait des essais sur des populations et on peut voir ici que dans le cas d'un écartement de plants, un espacement entre les plants uniforme et un retard de levée uniforme, en fait, pas de retard de levée, on a 100 de rendement. Si on a des retards de levée d'un plant sur 6, en fait, un retard de levée de 2 feuilles sur 17 environ 17 de la population, qui est quand même énorme, on parle de 5 de perte de rendement. Et si on a un retard de levée de 4 feuilles sur 17 de la population, bien, on a un retard de 9 Fait qu'on peut voir quand même l'impact des retards de levée en ayant tous les plants présents. Si on regarde par rapport à l'espacement entre les plants, bien là, ça se trouve être ici, l'étude a porté sur les doublets. Autrement dit, un tiers des plants a des doublets. On peut voir, quand on parle de doublets, c'est des espacements d'à peu près 1,3 pouces entre deux plants, suivis ou précédés d'un plant à 15 pouces de distance. Un tiers de la population. On a 1 de perte de rendement à ce moment-là en n'ayant aucun retard de levée. Et les retards de levée avec ces doublets-là, ben, ça s'équivaut semblable à une levée uniforme. Et quand on pousse plus loin la note, des triplets, 50 des plants, eh bien ici, l'étude nous donne 2 de perte de rendement suite au doublet en ayant une levée uniforme. Et les pertes par rapport au retard de levée ben, sont encore un peu dans les mêmes intervalles là, que tout à l'heure. Fait qu'on peut voir vraiment l'impact d'avoir une levée uniforme qui est extrêmement important. Dans le soya, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Ce tableau-là, je m'excuse pour beaucoup de chiffres, là, mais principalement, c'est les plants de soya ont une remarquable capacité de compensation dans les peuplements clairsemés. Ça, je pense que vous êtes au courant de ça. Si vous regardez la colonne de gauche, vous avez les pourcentages de peuplement. Donc, si on a un peuplement de 100 vous regardez complètement la colonne de droite, mais le rendement final est de 100 Si vous avez des pertes de population de 80, 60 bien, vous avez toujours un rendement optimal de 100 C'est un tableau qui est relativement simple
simple et simplet. Il y a probablement quelques nuances à apporter, surtout dans des champs ou dans des régions plus hâtives, qu'on considère que les populations sont plus importantes parce que la capacité du plant à s'adapter est moindre, elle va être moins branchue à ce moment-là. Mais vous regardez ici, à 40 de population, on a 13 de perte de rendement. Donc, dans le cas du soya, ben, c'est beaucoup moins grave de se retrouver avec des pertes de population. Ici, c'est un exemple. Là, on voit à gauche quand même un soya qui est au départ clairsemé et le même champ à droite là, au mois d'août. On voit que c'est recouvert au complet. En tout cas, la canopie a bien recouvert le sol. Donc, le soya a pris la place et devrait avoir un très bon potentiel de rendement. Si on arrive ici aux facteurs pouvant affecter la levée, si vous avez des questions concernant les populations, on pourra revenir tout à l'heure. Facteurs pouvant affecter la levée, ben, je pense que le message que je veux passer, c'est les différences d'humidité dans la zone de semis est la cause la plus fréquente de levée inégale ou de mauvaise levée. Ici, c'est une photo qui vient de Purdue Université. On voit vraiment, ici, dans ce cas-ci, ben, les sections où il y avait beaucoup d'humidité versus des sections avec une humidité adéquate, ben, on voit vraiment la levée. Probablement ici que les plants ont pourri là, dû à l'excès d'eau. Donc, c'est le facteur majeur là, quand on parle de levée. Puis c'est beaucoup aussi en lien avec le contact sol-semence pour obtenir l'humidité adéquate pour une bonne germination, une bonne levée. Autre facteur, humidité, température dans la zone de semis, ben, on voit variation de type de sol puis la topographie. C'est des choses que le producteur ne peut pas vraiment contrôler, mais ça va quand même être des aspects qui vont influencer l'humidité et la température dans votre zone de semis. L'inégalité du travail de sol, ça, on peut faire des choses là-dessus, principalement par rapport au travail de sol primaire. Quand on pense, supposons, à un travail qui a été fait de façon médiocre et qu'il y a des trous et des bosses, quand on arrive avec le travail secondaire et qu'on aplanit avec un vibro, on peut se retrouver avec des zones dans le champ plus secs et plus humides. Quand on arrive avec une profondeur de semis uniforme, ça va être parfait. On a une profondeur de semis uniforme, sauf que si on a une variation d'humidité dans nos trous et dans nos bosses, bien là, on va avoir une levée inégale. La compaction va aussi impacter là-dessus. Qualité du semis, je vais vous parler un peu de profondeur de semis, recouvrement des semences aussi. C'est important d'avoir des semences qui sont recouvertes avec les roues plombeuses des semoirs et la présence de résidus qu'on va regarder un petit peu tout à l'heure aussi. Profondeur de semis, je trouvais ça intéressant ici de parler de ça avec vous. C'est principalement qu'est-ce qu'on veut dans une profondeur de semis. On peut varier un peu, mais on veut mettre les semences dans l'humidité. Puis ça, peu importe qu'est-ce qu'on lit au niveau de la littérature, c'est assez, tout le monde est assez d'accord là-dessus. Dans le cas du maïs, on parle de 1,6 à 2 pouces, la profondeur adéquate. Mais encore là, le mésocotyle ici, là, la tige que vous voyez partant du grain jusqu'à la couronne, semble-t-il que ça peut s'élonger jusqu'à 6 pouces de long. Donc, on pourrait avoir à la limite un maïs semé à 6 pouces de profondeur et d'avoir le mésocotyle qui peut sortir de sol. Sauf que de façon réaliste, c'est sûr qu'on ne sèmera pas à ces profondeurs-là. Mais si on doit aller à 3 pouces de profond pour aller rejoindre l'humidité, je crois qu'il est préférable de descendre au niveau de la profondeur de semis pour aller rejoindre l'humidité que de semer une profondeur adéquate et d'espérer qu'il pleuve par la suite. Ici, on peut voir à droite, vous avez 2 profondeurs de semis. Vous avez la longueur du mésocotyle qui varie en fonction de cette profondeur-là. Vous avez la couronne ici où les racines nodales vont partir, qui est toujours à la même distance du niveau du sol, c'est-à-dire 3/4 de pouce, on le voit ici. Donc, pour mesurer une profondeur de semis, dans le cas du maïs, bien, on prend la longueur du mésocotyle, dans le fond, et on rajoute 3/4 de pouce et vous allez avoir la profondeur de semis que le producteur va semer. Voilà. Dans le cas du soya, même chose encore, de le positionner dans l'humidité. Ici, on a une photo où on a eu 2 profondeurs de semis. Vous voyez que celui semé
plus profond, ben, c'est sûr que là, au niveau de la levée, il est un petit peu moins rendu que celui qui était semé de façon moins profond. Encore là, on parle de 1 à 2 pouces. Normalement, on recommande 1 pouce et quart, 1 pouce et demi là, dans le soya. Puis pour mesurer la profondeur de semis, ben, c'est vraiment au niveau du début des racines ici, parce que dans le cas du soya, on sait que les cotylédons, le grain doit sortir de sol. Donc, le soya va s'enraciner, va bien se fixer au sol et ensuite va extirper la graine du sol à l'aide de son hypocotyle. Donc, en mesurant là, la distance entre la partie, entre les racines et la partie verte ici, ben, on a la profondeur de semis. C'est sûr aussi que des fois, on va parler que la grosseur du grain, un gros grain va avoir plus d'énergie, donc il va être plus capable de sortir de sol et peut-être endurer une certaine profondeur, sauf qu'en même temps, un gros grain va avoir des gros cotylédons, donc si on a un sol qui est un peu plus dur, ben, il va peut-être avoir plus de misère à sortir suite à ça. Donc, il n'y a pas de situation parfaite ici. Température dans la zone de semis, je voulais vous parler de ça. Au niveau de la germination, c'est relativement simple, l'absorption de l'eau par les cellules du grain. Hein. On parle pour être capable de germer, le grain doit absorber de l'eau. Et il y a vraiment 2 phases à cette absorption-là, à cette germination-là. On a une phase d'imbibition puis une phase osmotique. La phase d'imbibition est rapide, celle d'osmotique est beaucoup plus lente. Je vous ai mis une petite photo d'un petit garçon qui a de la misère dans le froid. C'est un peu la même chose au niveau du grain. Stress possible durant la première phase d'imbibition. Si la température du sol, ici, on s'entend que la température du sol et de l'eau est sensiblement la même, qui est moins de 10 degrés Celsius au semis. Ça, c'est des choses peut-être que vous connaissez. On regarde toujours au niveau de la température du sol pour être capable de semer dans des bonnes conditions. Mais il faut vraiment vérifier 24-48 heures après le semis, à savoir quel genre de température qu'on a eu, parce qu'on peut avoir vraiment des situations problématiques au niveau de la germination. Pourquoi? L'eau interfère durant l'hydratation des membranes cellulaires, la durée de l'imbibition. Cette durée d'imbibition-là est variable, c'est-à-dire que ça peut être de façon très rapide. On peut parler de 8 heures, mais ça peut aussi s'éterniser, tout dépendant de différents facteurs, entre autres au niveau du grain. Si on a un grain qui est plus sec, le choc va être des fois plus important. Et je vous ai fait une petite photo ici d'un soya avec un tégument qui est craqué. Là, le contrôle de l'entrée d'eau est moins important et moins régulé dans le fond. Et le choc peut être plus important à ce moment-là quand il y a une craquelure. Le grain va prendre l'expansion très rapidement. Et ça peut vraiment aller jusqu'à une perte là, de population. Je vous ai mis des petites photos là-dessus intéressantes. C'est un essai qui avait été réalisé. Ici, on a du soya qui a été, qui a été semé en caissette et semé dans des températures adéquates durant 17 jours. Voici qu'est-ce que ça a donné. Ici, on a un soya qui a été semé ici à une température froide, qui a été resté froide pendant 24 heures et à la suite a été réchauffé à 25 degrés Celsius pendant 17 jours. Fait qu'on voit vraiment la différence au niveau de la levée. Et la troisième photo ici, c'est un soya qui a été semé dans une température adéquate pendant, qui a été gardé pendant 8 heures, c'est-à-dire vraiment tout de suite après le semis, refroidi pour simuler vraiment une baisse de température ou une pluie froide qui peut être survenue là, par après pendant 4 jours, et puis réchauffé à 25 degrés jusqu'à 17 jours. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas eu de problème de levée. Donc, c'est quand même des choses importantes à regarder. Dans le cas du maïs, une autre situation qu'on peut voir, c'est des températures froides aussi, quand on a des températures froides prolongées. On a des problèmes là, ici de mésocotyle et de coléoptyle qui peuvent être recourbés. On a déjà vu ça, hein, on creuse, on a l'impression que le maïs ne veut pas sortir de terre. C'est vraiment une question de température froide, même qu'on peut voir l'apparition de la feuille sous le sol parfois quand c'est de façon importante. Ici, c'est un petit clin d'œil aussi, question de ne pas se mêler des fois par rapport à la positionnement du grain. Ici, on a un grain qui, si vous regardez la photo de droite, là, le mésocotyle va toujours sortir
en direction du côté dentelé du grain. Donc, si le grain est semé et positionné à l'envers, le mésocotyle va devoir faire le tour du grain et sortir à l'extérieur. Donc, ça, c'est une courbe normale. Peut-être que ça peut faire un petit délai au niveau de la levée à cause du positionnement des grains et peut-être avoir des petites différences de maturité là, en début de saison. Ce n'est pas des choses très importantes, mais c'est comme quoi c'est normal, c'est juste par rapport au positionnement du grain. Par rapport encore à la température, mais là, si c'est température et croûtage, c'est des choses qu'on voit au niveau de la levée. Quand on a des situations de croûtage, des sols qui vont être un peu moins en matière organique et typiques pour avoir ce type de croûtage-là, on peut se retrouver avec des situations comme ça. Ici, dans ce cas-là, on peut toujours casser la croûte là, avec une houe rotative là, pour les aider. Il faut faire attention, par contre, par rapport au soya, au maïs, là, à quel stade qu'on est rendu. Autre chose, dans le cas du soya aussi, c'est la même chose au niveau de la croûte. Le soya, des fois, c'est quasiment plus difficile parce que lui, il faut qu'il sorte sa graine. Il faut qu'il sorte ses cotylédons. Donc, ici, on a parfois, on peut voir l'hypocotyle qui va gonfler, vraiment des gros hypocotyles. On se pose des questions, qu'est-ce qui est arrivé? C'est juste qu'il va s'être renforcé, ou en tout cas, il va avoir tenté de sortir ses cotylédons. Et parfois, ça peut aller jusqu'à vraiment casser. Quand il est incapable de sortir ses cotylédons, ça peut aller jusqu'à sectionner là, la section qui est plus faible ici là, de l'hypocotyle. Donc, encore là, il y a des interventions à faire. Une photo ici de semis dans les résidus. Ici, on peut voir à droite, vous avez le grain de maïs qui a été semé dans le résidu. Probablement que le coutre ici, le maïs était peut-être trop humide, le coutre peut-être pas assez capable de sectionner le coton qui a rentré dans le sillon. Donc, on peut voir le retard de levée ici, ça peut avoir induit là, par rapport à un semis normal à droite et un semis semé un peu plus dans le résidu ou à côté sur le résidu. Une autre situation, c'est des situations de lissage. Ici, je vous ai mis un champ là, de maïs qu'on a l'impression qu'il est carencé. On dit, bon, mais il y a des plants verts, des plants jaunis, des plants striés comme ça. On peut voir ici vraiment le sillon là, qui n'est pas refermé. On peut voir en bas ici les racines qui sont gardées dans le sillon, ne sont pas capables de s'étendre de chaque côté des plants. Fait que ça peut induire des carences, justement, le fait que les racines ne sont pas capables d'explorer le sol. Donc, c'est de porter attention à ça. Et aussi, des fois, on peut retrouver des situations de maïs strié comme ça. C'est juste une question climatique. On appelle ça des fois dans la littérature, on parlait de déficience transitoire. C'est vraiment aussitôt que la température et l'humidité revient, ça se replace. Ce n'est pas vraiment une question de fertilité de sol. Une autre photo ici là, pour montrer vraiment le lissage là, dans les racines développées dans le sillon, dans le cas du maïs. Dans le cas du soya, encore ici, du lissage, ici, on peut se retrouver avec des grains qui ne germent pas, qui n'ont aucune germination par manque d'humidité, juste le fait qu'ils ont séché là, dans le sillon. Semis à la surface, c'est des choses qu'on voit ici. Vous voyez la levée du soya ici qui est vraiment avec les grains en surface. Ça peut être d'autres problématiques qu'on rencontre. Voilà, je ne sais pas si j'ai pris trop de temps. S'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, merci Yvan pour ta présentation. Non, tu n'as pas pris trop de temps, c'était correct. C'était 20 minutes. Oui, c'est 20 bon, super. On a une première question de Denis Ruel qui demande, en comparaison avec le maïs grain, l'uniformité de la levée dans le soya a-t-elle autant d'impact? Salut Denis. Non, dans le cas du soya, c'est beaucoup moins affecté, là, dans le sens que le soya, s'il y a des problèmes de levée avec des levées inégales, va être capable de compenser quand même. Dans le cas du maïs, c'est plus important.
n'avais pas d'autres questions dans le chat parce qu'on a encore quelques minutes là, si des gens veulent en poser. Je vais attendre le temps que Stéphanie les écrive. C'est sûr que j'ai pas parlé je ne voulais pas m'éterniser sur l'aspect population dans le maïs, là, parce que ça pourrait faire partie d'une conférence comme telle, là, de parler c'est quoi la population adéquate. Par contre, j'ai tombé sur un document intéressant de Bob Nelson en Indiana, où ce que vraiment là, la population, lui, ses essais de population dans le maïs passaient de 35 000 à 23 000 plants. En fait, c'est ça, il y avait une très grande variété de population, puis la variation de rendement était de plus ou moins 0,5 %. Ça fait que ça, c'est des essais qui ont été menés, je pense qu'il y avait 85 essais de 2008 à 2019. Et fait qu'on peut voir quand même que le maïs a une bonne capacité d'adaptation. Il y a deux questions qui s'est rajoutées, Yvan. Oui. Une question de Marie-Hélène, je ne vois pas son nom de famille. As-tu une idée de l'incidence de l'uniformité de la levée dans le maïs en silage en zone nordique par rapport à la maturité? Le maïs en silage, je n'ai pas regardé ça du tout. En zone nordique par rapport à... Veux-tu me répéter la question, Oui. Marie? As-tu une idée de l'incidence de l'uniformité de la levée dans le maïs en silage en zone nordique par rapport à la maturité? En tout cas, je pense que l'uniformité va être affectée de la même façon. Le maïs en silage va être affecté de la même façon que le maïs grain. J'imagine que la question, c'est beaucoup en lien avec le rendement. Non, c'est quelque chose qu'on pourrait fouiller, effectivement. Je n'ai pas de données là, sur à savoir si ça l'affecte vraiment la biomasse de façon importante, à savoir comment les plants de maïs qui sont plus gros versus ceux-là qui sont un peu plus petits à côté, est-ce qu'ils vont compenser en termes de biomasse? Je n'ai pas regardé ça. Ça, je pourrais regarder éventuellement. Parfait. Il y a des questions qui se rajoutent. Salah Zoglami qui écrit: est-ce que c'est possible d'expliquer la charte du Wisconsin et le taux de ressemis? Peut-être de retourner à cette. On pourrait peut-être retourner à cette. Je ne sais pas si je devrais retourner jusqu'en arrière, mais je pense que je vais arrêter mon diaporama et revenir. Ne bougez pas. Celle-là ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, peut-être juste te remettre en mode diaporama pour que ça soit un petit peu plus grand, là, mais c'est. Est-ce que vous voyez? Oui, juste là, tu es en mode, on voit comme ton petit écran. Oui, puis là, je me rends compte que je ne peux pas le changer parce que c'est caché en arrière. Bougez pas. Je vais arrêter ça. Je vais juste arrêter mon partage d'écran. Par où que j'arrête ça ici? Tu es déjà arrêté. Oui, OK. Bon, j'y arrive, bougez pas. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Parfait, Yvan. Ça là, j'aimerais ça peut-être que je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut que j'explique de plus. Moi, ce que je pense, c'est peut-être en dessous mettons, du 20 mai, tu as 86 puis 82 pour la population de 36 000 plants lac. C'est quoi les deux chiffres là, entre 86 et OK, 82? Oui, c'est ça. C'est vrai que je suis allé assez vite, là. Ici, c'est les plans lac, plan lecteur, et les deux colonnes ici, c'est la colonne pour les hybrides qui sont recommandés pour ce qui est de la région. Et la deuxième, c'est les hybrides hâtifs. Donc, si on avait utilisé un hybride d'une maturité moindre, ben, ça aurait été quoi le rendement? Donc, plus on avance durant la saison, plus l'hybride hâtif va être plus performant, ou en tout cas va ressembler un peu plus à l'hybride de maturité de la région. Donc, c'est ça ici, quand je suis allé avec mon ressemis, ben, le 10 mai, on avait un 18 000 plants.
on avait 80% de population, 80% de rendement avec un hybride, de maturité adéquate. Et si on fait un ressemis le 1er juin, avec 34 000 plants à l'arbre, ben, on va chercher 65% de rendement avec un hybride plus hâtif. Parce que c'est sûr qu'on ne semera pas le même hybride, même maturité le 1er juin versus le 10 de mai. En tout cas, dans ce cas-ci, ils ont fait l'essai des deux. Là. Il y a une petite différence de rendement. Mais moi, qu'est-ce que je voulais ici accentuer, c'était vraiment l'aspect de quand on va semer plus tôt. C'est la date de semis est importante dans le maïs. Quand on va semer plus tôt, même si on a une perte de population, on n'aura pas le rendement qu'on veut. Mais si on ressème complètement, on n'ira pas non plus, ça va être pire, là, dans le fond. C'est un peu ça le message que je voulais lancer. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Salah. Il nous reste une dernière petite question, Yvan, parce qu'il nous reste moins d'1 minute. De Christine Gagnon. Chez le soya, bout des cotylédons jaunis en 2020, croûte est égale à croûte du sol en surface ou profondeur de semis trop élevée ou autre. Donc, la question, c'est dans le soya, est-ce que les bouts des cotylédons jaunis en 2020, est-ce que c'est quoi les pistes là, de diagnostic? Est-ce que c'est des croûtes en sol, du sol en surface, en profondeur de semis trop élevés? Les bouts des cotylédons jaunis, c'est une bonne question. En tout cas, j'imagine, parce que normalement, oui, il peut avoir les cotylédons. Souvent, ne sont pas toujours sains, ou en tout cas, ça arrive parfois parce qu'on s'entend que c'est là que le soya va chercher son énergie pour pousser. Hein. Parce que c'est vraiment une course contre la montre. Hein. Quand le soya germe et sort du sol, ben, il faut qu'il sorte du sol pour vraiment aller chercher la lumière, aller chercher l'énergie des cotylédons. Et il va prendre cette énergie-là pendant un certain temps pour justement déployer ses feuilles. Puis après ça, les cotylédons ne servent plus à rien. Donc, je ne pense pas que ce soit un aspect très important de regarder cet aspect-là parce que les cotylédons, leur utilité est vraiment de faire germer le plant de soya. Et par la suite, c'est plus de regarder vraiment l'état des feuilles par la suite, savoir si notre plant est en santé puis a poussé adéquatement. En tout cas, je ne sais pas si ça répond à la question, là, mais il faudrait regarder le cas comme il faut. Là. Parfait. Donc, merci beaucoup, Yvan. On va passer à l'autre Bien, présentation. ça me fait plaisir. Donc, notre deuxième conférencière est Brigitte Duval, conseillère en phytoprotection au MAPAC à la direction régionale du Centre du Québec. Donc, Brigitte, tu as déjà préparé ta présentation. Ton micro est ouvert. Non, ton micro n'est pas encore ouvert, Brigitte. Oui, désolée. C'est qu'en partageant mon écran, ça a enlevé ma petite fenêtre. C'est bon. Donc, c'est bon comme ça? Oui, super. Donc, je te laisse la parole. Et parfait. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir si nombreux ce matin. Donc, c'est ça, je vais vous parler de maladies des plantules et problèmes non parasitaires. Donc, Yvan, il a parlé plus de l'aspect semis. Moi, je vais parler des choses qu'on peut voir dans le maïs et dans le soya au moment de la levée. C'est sûr que on va s'arrêter sur quelques problèmes. On n'a pas le temps en 20 minutes d'en couvrir énormément, mais dans la version PDF de ma présentation, il va y avoir un petit peu plus de matériel là, qui va être sur le site web du MAPAC. Donc, aussi, je voulais vous dire que, bon, c'est sûr que les problèmes qu'on va traiter aujourd'hui, il n'y a pas toujours quelque chose qu'on peut faire quand on les constate à ce moment-ci de la saison. Mais l'idée, c'est de poser un bon diagnostic pour prendre les mesures préventives pour les prochaines saisons. Puis vous allez voir, la présentation est constituée surtout d'une série de cas et de photos. Puis je pense que ça devrait être quand même assez pratique. Avant de commencer, je voulais juste vous mettre quelques références. Donc, il y a toujours le laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC qui est là pour aider dans vos diagnostics. J'ai mis les coûts sur la diapo, puis aussi une fiche technique et une vidéo qui explique là, comment bien diagnostiquer les problèmes phytosanitaires.
Donc, Marie-Ève, tout va bien? Je pense que vous voyez bien ma présentation, parce que moi, je ne me vois pas, là. Mais, OK, parfait. Super. Donc, le premier cas que je voulais vous montrer, c'est du gel. Donc, on va parler de maïs. C'est sûr qu'il fait super beau ces jours-ci. Ça fait bizarre de parler de gel, mais c'est quand même quelque chose qui peut toujours se produire jusqu'à début juin, certaines années. Donc, les symptômes qu'on va voir, c'est vraiment, comme on voit sur la photo de gauche, un tissu qui est flasque, comme aqueux ou imbibé d'eau. Et quelques jours plus tard, le tissu va carrément se dessécher. Donc, on peut attendre quelques jours, là, 2 à 5 jours pour évaluer la survie parce qu'on va voir de la nouvelle croissance. Puis, l'idée, c'est que le maïs, il est quand même, c'est quand même relativement rare qu'on va avoir des gels mortels, mais c'est possible. Tant que le maïs il est en bas du stade V6, le point de croissance se situe sous le niveau du sol généralement. Donc, pour que ça gèle au point de toucher le point de croissance en dessous du niveau du sol, ça prend un gel qui est quand même assez intense et qui a une certaine durée. Donc, ce n'est pas toujours facile à diagnostiquer, mais de revenir quelques jours plus tard, ça va nous confirmer que le point de croissance n'a pas été touché, puis que la nouvelle croissance repart. Quant à la distribution dans le champ, ça va être quelque chose qui va être assez généralisé dans le champ. Par contre, ça peut être accentué dans les zones plus basses du champ. Donc, ça peut dépendre de la topographie, puis aussi de la présence de résidus qui peuvent venir empêcher le sol de dégager un petit peu de chaleur pour protéger le plant de maïs. Ici, j'ai mis tenir compte des feuilles perdues pour les herbicides parce que les feuilles qui vont sécher, qui vont tomber, même si on n'est plus capable de les voir plus tard en saison, c'est quand même des feuilles qui comptent dans l'âge du plant de maïs. Donc, il faut en tenir compte quand on vient choisir cibler les stades pour les applications d'herbicides en post-levée. Donc, si on veut une autre façon de savoir si le plant de maïs a survécu, c'est vraiment d'aller déterrer le plant, ouvrir la tige sur le sens de la longueur et de vérifier le point de croissance. Donc, il y a un petit triangle ici. Donc, si le point de croissance et les tissus autour sont blancs, fermes, ça veut dire que le point de croissance est vivant. Mais s'il est mou, décoloré, grisâtre, ça veut dire que le point de croissance est mort. Mais de confirmer plus tard, ça va venir aider. Dans de rares cas, on peut avoir des problèmes même si le plant a survécu, comme dans l'exemple qu'on voit ici. Les plants de maïs sont quand même assez avancés, mais le point de croissance était quand même protégé puis il était vivant. Par contre, ça peut arriver parfois, ce n'est pas fréquent, que les feuilles vont se dessécher puis vont vraiment s'enrouler. Puis même si le point de croissance est vivant, ça va créer une restriction. Donc, ce que ça peut faire, c'est vraiment ça. Donc, c'est des photos de Stéphanie Mathieu. Donc, c'est arrivé, je pense que c'est l'année passée, ces photos-là. Donc, les feuilles étaient très enroulées, puis même les vers de terre les ont tirées dans le sol, mais on voit que le maïs, il y a beaucoup de difficultés à pousser, même s'il est vivant. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver de temps en temps. Chez le soya, un petit peu le même principe. On revient quelques jours plus tard pour évaluer de la nouvelle croissance, comme on voit ici, là, à l'aisselle des cotylédons. Le soya, lui, va tolérer un petit peu plus les températures froides. Ses tissus sont un petit peu moins fragiles. Puis aussi, chez le soya, ça va être un peu plus rare, le gel, parce que souvent, on va le semer plus tard, pas toujours. Fait qu'il va être un petit peu moins exposé, mais c'est quand même des choses qui sont possibles. Quand c'est un gel mortel, ils vont être endommagés jusqu'en dessous des cotylédons. Donc, ces deux plants-là ici, le gel s'est étendu jusqu'en dessous des cotylédons, donc il n'y aura pas de nouvelle croissance, tandis qu'ici, le gel s'est arrêté au-dessus des cotylédons. Dommage peut-être à ne pas confondre. Donc, dommage d'herbicide du groupe 14, c'est quelque chose qui peut se produire de temps en temps. Ça peut être confondu avec des dommages causés par le gel ou même des maladies. C'est des produits qui sont appliqués en pré-semis ou en pré-levée du soya. Donc, on peut penser à des exemples de groupe 14, Eragon, Authority, Valtera, par exemple. Et sont appliqués, exemple, là, en pré-semis ou en pré-levée, puis ça vient comme créer une couche en surface, ou dans les premiers, en superficie du sol. Puis, en temps normal, le soya, dans des bonnes conditions, il va venir émerger à travers cette zone-là, puis il va bien métaboliser le produit, même s'il vient en contact avec. Par contre, dans des conditions stressantes, froides et pluvieuses,
la levée est plus lente ou du croûtage qui va ralentir la levée. Le soya est stressé, il a plus de difficultés à métaboliser le produit. Puis aussi, il va être en contact plus longtemps avec cette zone-là. Donc, le soya peut être un petit peu affecté par cet herbicide-là. Et c'est vraiment les zones qui viennent en contact avec le produit qui vont être touchées. Donc, on va avoir des lésions brunes comme ça. C'est un produit qui ne se transporte pas beaucoup à l'intérieur de la plante, donc ça va être vraiment localisé aux endroits où le produit a touché. Dans certains cas, si le soya émerge et que par la suite, il y a une grosse pluie, puis ça se trouve être la pluie qui vient activer le produit, les gouttes vont toucher le sol, se charger de produits, puis venir éclabousser sur les plants de soya. Dans ce cas-là, ça peut causer des problèmes aussi, notamment si le produit a touché l'hypocotyle lors de son émergence. Ça peut, dans certains cas, faire que l'hypocotyle pourrait casser par la suite. Mais généralement, si c'est juste les cotylédons qui sont touchés, il n'y aura pas de problème, la nouvelle croissance va être belle. Donc, c'est important de vraiment bien lire les étiquettes, tout ce qu'on met en garde, là, tous les facteurs de risque, là, respecter les textures de sol, matière organique, les sols mal drainés, où il peut y avoir de l'accumulation d'eau avec l'accumulation de l'herbicide aussi, conditions froides et pluvieuses, semis pas assez profonds, sillons qui restent un petit peu trop ouverts et ainsi de suite. C'est bien important de suivre ça à la lettre. Un autre petit cas d'herbicide, on aurait pu en parler longtemps, mais une autre chose qui peut affecter la levée du soya, c'est une rémanence d'herbicide. Donc ça, c'est vraiment un produit qui a été appliqué l'année d'avant, puis des fois, on peut remonter plus loin que ça aussi, mais dans ce cas-ci, l'année d'avant, il y a eu un produit qui a été appliqué et ça a affecté le soya l'année de la prise de la photo. Donc, la distribution de ces problèmes-là, ça peut être en lien avec le patron de pulvérisation. Ça peut aussi être aggravé par du temps sec qui a suivi l'application du produit l'année précédente, un pH élevé, un sol sableux, des recroisements. Donc, ça dépend d'un produit à l'autre. Mais dans ce cas-ci, comme vous pouvez voir, les zones sableuses du champ étaient plus atteintes par le problème parce que le produit a été moins bien dégradé suite à son application l'année précédente. Et il y a eu du temps sec aussi. Aussi, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est le produit qui avait été appliqué l'année de la photo, c'est Roundup classique, puis ça ne cause pas ce type de symptômes-là, ce type de problème-là. C'est pour ça qu'on a pu creuser un petit peu plus loin. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, c'est l'année d'avant qu'il y avait eu une application de mésotrione, exemple Callisto et atrazine. Et c'est ça qui a été à des doses trop fortes avec du temps sec, etc. Donc, ce qui nous a mis vraiment donné un indice, c'est le blanchiment là, qui est assez typique de la mésotrione. L'atrazine, c'était moins évident, ça cause un jaunissement là, sur les feuilles du bas. Mais par contre, c'était bel et bien ces deux produits-là qui étaient présents là, dans les plants quand ils ont été analysés. Chez le soya, quand on voit des plants comme ça, on pourrait penser que c'est un dommage d'herbicide parce qu'on voit que les feuilles sont comme en forme de cuillère. Par contre, dans ce cas-ci, ce n'était pas ça. C'était de l'abrasion par le sable. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir en début de saison. C'est sûr que ça fait un petit peu des feuilles en forme de cuillère parce que le sable vient frapper, ça fait une petite lésion, puis après ça, les feuilles continuent à pousser. Ce qu'on remarque, par contre, c'est que les lésions sont toujours du même côté, partout dans le champ. Donc, c'est vraiment la provenance des vents dominants. Donc, on vient le confirmer, on sait qu'on est en sol sableux. On peut vérifier les vents qu'il y a eu, les tempêtes de sable, les gens vont l'avoir remarqué. Et le nouveau feuillage n'aura pas de dommages. Tandis qu'avec des dommages d'herbicides, exemple dicamba, groupe 4, le nouveau feuillage va être affecté aussi. La distribution au champ pour les vents, ça va être quand même assez généralisé, tandis que si on est en présence d'un dommage d'herbicide dû à une dérive, bien, ça ne sera pas uniforme dans le champ, ça va probablement ça peut être en bordure ou des grandes zones à l'intérieur du champ. Chez le maïs, l'abrasion par le sable, c'est un petit peu différent comme apparence. Les feuilles sont quand même assez fragiles. Ça peut faire penser un petit peu à du gel. On voit un certain flétrissement, un dessèchement des côtés. Fait qu'on fait attention de ne pas confondre avec soit du gel, la fonte des semis ou des dommages d'herbicides. Un autre problème qu'on peut voir chez le maïs en début de saison, là, au stade 5-6 feuilles environ,
c'est le syndrome de croissance rapide. Donc, on voit ici que les feuilles s'enroulent sur elles-mêmes, puis le plant pousse, puis les feuilles ne se déroulent pas, puis là, il pousse. Fait que là, le plant prend quasiment un angle de 90 degrés. C'est un phénomène qui est observable à ce stade-là, lorsqu'il y a une bonne période de temps frais, nuageux, suivi d'un changement abrupt à des conditions chaudes et ensoleillées. Ça n'a pas d'impact sur le rendement, c'est purement esthétique. Et lorsque les feuilles vont finalement se déployer, parce que oui, ça va finir par se placer, on va avoir le cœur qui est jauni, parce que ces feuilles-là n'ont pas beaucoup été exposées au soleil, mais ça va se placer avec le temps. Puis tout ça, là, puis comme depuis le début, j'aurais pu dire ça dépend des hybrides. Il y a des hybrides qui sont plus sensibles, mais c'est quelque chose qu'on voit fréquemment là, pendant le début de la saison. Des feuilles enroulées, ça peut avoir toutes sortes de causes. Ça peut faire penser, par exemple, à des herbicides. Je vais vous mettre tout de suite les réponses. Ici, bon, c'est quelque chose qui est assez typique des herbicides du groupe 4, les feuilles enroulées chez le maïs. On a la sécheresse aussi. Mais ça peut arriver aussi qu'on ait un dommage d'insectes comme un ver à fil de fer, puis que ça cause un enroulement des feuilles également. Donc, juste faire attention de ne pas sauter trop vite aux conclusions. Chez le soya, on a aussi des jaunissements normaux en début de saison. C'est vraiment, bon, encore une fois, dépendamment des cultivars, mais c'est quelque chose qui va apparaître graduellement autour du stade V2 à V3. Ça va être le champ complet, ça va se voir dans plusieurs champs qui sont au même stade. Donc, juste d'attendre le beau temps, les choses vont se placer. L'explication, c'est qu'à partir de V1, du stade V1, la plante, elle commence à dépendre de ses feuilles, mais la formation des nodules ne fait que commencer. Donc, à V2, V3, là, la plante n'est pas bien fournie, mais en fait, ça permet à la plante d'envoyer le signal d'initier la nodulation. Et après ça, la nodulation embarque, puis les plants vont reverdir. Donc, c'est quand même une phase qui est normale, que vous pourriez voir prochainement là, dans les champs de soya. Tant qu'à parler de coloration anormale, on a du maïs mauve qu'on peut voir en début de saison. Plusieurs causes possibles. Tout ce qui peut restreindre les racines, aussi avoir des températures fraîches. On peut associer ça à des carences en phosphore, mais même en présence d'un sol bien fourni en phosphore, on peut avoir ce symptôme-là. Donc, il ne faut pas tout de suite sauter à la conclusion que c'est une carence de phosphore, puis évidemment des différences au niveau de la génétique des plants. Mais ce qui se passe, c'est qu'en sol froid, en temps froid, pluvieux, la plante, elle accumule des produits de photosynthèse, dont ce pigment-là, mais elle ne pousse pas assez, elle ne l'utilise pas assez, fait qu'il s'accumule dans la plante, mais le processus de la photosynthèse n'est pas affecté, donc il n'y a pas d'impact sur le rendement. Avec le beau temps, les choses vont revenir à la normale. Et juste pour vous montrer que parfois, une restriction racinaire comme un dommage de ver à fil de fer peut venir accentuer la coloration mauve des plants de maïs. Une autre coloration qu'on pourrait voir chez le maïs, c'est la feuille argentée. Donc, c'est rien de grave, c'est juste esthétique. C'est un léger dommage de froid sans que ça soit du gel. Donc, des nuits fraîches, sans vent, sans nuages, ça va être sur le dessus des feuilles qui sont exposées vers le haut. Donc, ici, on a un exemple. Cette partie-là de la feuille était vraiment horizontale et exposée vers le haut et elle était cachée par l'autre feuille ici. Donc, c'est juste la partie exposée qui a été atteinte. Donc, c'est rien de dramatique, là, ça va se replacer. Tantôt, Yvan a parlé de la profondeur de semis. Je reviens sur un des problèmes qu'on peut voir en lien avec le semis, justement, c'est du maïs sans racines ou floppy corn. Donc, on a du maïs autour du stade 3 à 8 feuilles, là, tout d'un coup, qui va se mettre à tomber. C'est quelque chose qui peut arriver de temps en temps. Puis, quand on s'approche, on se rend compte que le plant ne tient que par un fil. Le mésocotyle est ici, la couronne, bon, dans ce cas-ci, le semis était très, très en superficie. Puis, il tient par pas grand-chose. Donc, il s'agit qu'il y ait un petit vent, puis ça se met à tomber. Ce qui explique ça, c'est que donc, comme je disais, au stade 3 à 8 feuilles, c'est là que ça va se passer, mais ce qui explique ça, c'est que les racines nodales au niveau de la couronne, ils ont commencé leur développement dans un sol trop sec. Donc, soit que le sol était très sec, puis ça peut être accentué par un semis qui est très proche de la surface, parce qu'à ce moment-là, on a encore plus de risque d'être en sol sec. Puis, on pourrait penser que les plants verses, c'est des insectes qui ont
qui ont endommagé les racines, mais on ne voit pas de grignotage, de galerie. Donc, c'est vraiment là, un problème au niveau du semis et du sol sec là, à l'établissement des racines nodales. Je vous parle un petit peu de maladies maintenant, fonte des semis. Pour le maïs et aussi pour le soya, ce qu'on va voir, c'est des manques à la levée, des retards de croissance, du flétrissement comme on peut voir ici, des colorations anormales. Donc, on va voir aussi, quand on déterre les plants, des grains, racines, collets pourris, bruns. Ça va être accentué dans les zones plus humides du champ, les zones plus basses où il y a de l'accumulation d'eau, où le sol est plus lourd. Donc, c'est très difficile d'identifier les pathogènes à ce moment-ci. Chez le maïs, c'est pas facile. Il faut vraiment utiliser les services d'un laboratoire. Donc, Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, il y en a plusieurs possibles. Ça, c'est peut-être les 3 principaux. Bref, c'est très difficile à identifier. Peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est la plupart des champs de maïs vont avoir un traitement de semences fongicides sur la semence et ce n'est pas une garantie qu'on n'aura pas de problème de fonte des semis. Parce que ces traitements-là sont efficaces seulement en tout début de saison. Puis tout ce qui pourrait retarder la levée peut faire en sorte qu'on a des maladies comme ça qui atteignent soit le grain ou les plantules en germination. Donc, c'est le moment, il n'y a pas grand-chose à faire quand on le constate là, sur le coup, mais c'est le moment d'aller voir peut-être la cause profonde. Est-ce que j'ai des rotations trop courtes? Est-ce que mon sol est en santé? Pourquoi que ma levée est trop lente, etc., pour venir prévenir le problème pour les prochaines saisons. Donc, mon dernier point, c'était les maladies dans le soya maintenant. Chez le soya, c'est un petit peu plus facile de distinguer peut-être les principales maladies, même si ça reste quand même difficile. On pourrait les regrouper, Pythium et Phytophthora, ensemble. Donc, on a des lésions sur les plantules qui vont être molles et aqueuses, comme imbibées d'eau. On va avoir du flétrissement des plants. Puis, les racines ou les parties inférieures de la tige vont être brunes ou violacées. Ça, on va le voir plus dans les sols lourds, les zones moins bien drainées. Tandis que pour le Rhizoctonia et Fusarium, ça se ressemble quand même pas mal parce qu'on peut avoir des lésions brun-rougeâtres. Pour le Rhizoctonia, les lésions vont être fermes et sèches, près de la surface du sol, tandis que pour le Fusarium, ça va être un peu plus au niveau des racines. Pour l'identification, je vous montre Rhizoctonia et Fusarium. Donc, Rhizoctonia un petit peu plus haut sur le plan, lésions fermes et sèches, on voit que c'est rougeâtre. Fusarium, un peu plus au niveau des racines, mais on s'entend qu'il y a quand même des lésions qui sont brun-rougeâtres, quand même parfois un petit peu plus haut sur le plan. Donc, moi, je ne m'aventure pas beaucoup pour être capable d'identifier des champignons comme ça au champ, toujours faire confirmer par un laboratoire pour venir confirmer notre identification. Donc, je m'arrêterai là-dessus. Je veux remercier les personnes ici là, qui m'ont aidé à préparer la présentation. Puis, je ne sais pas si, Marie-Ève, on a du temps pour des questions. Oui, on a du temps pour des questions. Il y en a une qui est arrivée. Dans le but d'essayer de comprendre la raison des feuilles enroulées, est-ce que s'il y a un vert fil de fer, le grain va être nécessairement être abîmé? Donc, je répète, dans le but d'essayer de comprendre la raison des feuilles enroulées, est-ce que s'il y a un vert fil de fer, le grain aussi va nécessairement être abîmé? Oui, bien, bonne question. Puis, je pense que je ne veux pas trop embarquer sur la présentation de Geneviève, mais effectivement, dans bien des cas, on va voir quelque chose sur le grain que Geneviève va nous montrer tantôt, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais généralement, si je ne me trompe pas, là, Geneviève pourra me corriger, mais on voit d'habitude le grain, il y a un signe là, qu'il y a eu une alimentation de verre fil de fer. Parfait, merci. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Est-ce qu'on va peut-être se laisser une petite minute le temps que les gens en envoient une autre? On avait jusqu'à... J'ai plus de photos que je vais mettre dans le PDF. C'est sûr que 20 minutes, c'est quand même rapide. Là. Stéphanie, je ne vois pas d'autres questions non plus. Merci pour la présentation. De toute façon, si les gens ont des questions, ils peuvent te contacter, Brigitte, sans problème. Pas de problème, oui. Pas de problème, ça va me faire plaisir. Bon, mais c'est parfait. Je pense que c'était clair. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup, Brigitte. Donc, notre dernière conférencière est Geneviève Labrie, chercheure en phytoprotection au Centre de recherche en agroalimentaire de Mirabel, le CRAM. Donc, Geneviève, tu peux ouvrir ta caméra, ton micro, si puis commencer le partage d'écran. Oui. Bien, merci pour l'invitation. Donc,
je vais partager la présentation. Je vais la mettre. Est-ce que vous la voyez? Il faut que tu la mettes en mode diaporama. Je vais faire ça, si je peux faire. C'est parfait. Correct? Oui, on t'entend bien, on voit bien. Parfait. Bonne présentation. Donc, je vais discuter des principaux ravageurs des semis rapidement, juste au moins que vous ayez une image là, de chacun des ravageurs qu'on peut observer là, plutôt en début de saison, dans le maïs, dans le soya aussi. Les principaux symptômes et leurs causes, donc je vais vraiment passer à travers un tableau qu'on a publié au niveau de tous les symptômes qu'on peut voir, que ce soit sur le grain, les feuilles, sur les tiges, pour essayer de différencier les différents symptômes pour tous les ravageurs qu'on peut avoir, qui peuvent causer ces symptômes-là. Parler enfin de l'outil de performance des semis qui est vraiment très utile et qui permet de faire le lien entre ce que Yvan a montré, ce que Brigitte a montré au niveau de tout ce qui est le semis, le semoir, les autres problématiques, puis lier tout ça avec les insectes, puis vraiment une panoplie de liens utiles là, qui pourraient, parce que je n'ai pas le temps de discuter de tous les aspects des ravageurs des semis, si vous voulez en connaître plus sur la biologie, les méthodes de dépistage, les méthodes de lutte et tout ça. Donc, un des ravageurs qu'on a en début de saison, entre autres, c'est la mouche des semis. Donc, comme vous voyez, vous avez l'adulte, les larves, les pupes aussi là, dans le grain que vous pouvez voir ici, qui vont se retrouver souvent au niveau du sol. Vous avez une larve là, sur le grain ici. La mouche des semis a différents facteurs de risque. C'est principalement là, les résidus, les engrais, la matière organique en début de saison. Donc, c'est un des ravageurs qui est sporadique. Donc, on a un peu plus de difficulté à identifier quand est-ce qu'il va arriver dans le champ. Je me permets tout de suite, il y a eu un avertissement cette semaine. On a un outil, un modèle de prédiction maintenant pour savoir quand est-ce que les mouches vont émerger, pour savoir aussi quels sont les facteurs de risque. Il y a Sébastien Bockel qui fait une étude sur la mouche des semis en ce moment sur les facteurs de risque et il cherche encore des sites pour cet insecte-là. Donc, je vous invite à le contacter si vous suspectez là, des problèmes avec la mouche des semis, qui est un des ravageurs qu'on retrouve là, quand même assez régulièrement dans les champs de maïs et de soya. Autres ravageurs, les hannetons, donc les vers blancs. Vous voyez ici les trois espèces principales qu'on peut retrouver dans les champs qui peuvent causer des dommages, différents types de dommages, soit aux grains, soit aux plantules. Eux aussi, c'est des insectes qu'on va retrouver plutôt de façon sporadique ou même dans certaines sections plus spécifiques des champs. Ce n'est pas un des grands ravageurs dans les grandes cultures, mais on peut le retrouver à l'occasion. Puis l'historique d'infestation est quand même important pour ce ravageur-là. Quand on en a, en général, c'est parce qu'il y a des conditions adéquates pour la ponte, pour la survie et tout, fait qu'on risque d'en revoir. Les vers blancs, on peut les différencier. Là, il y a un document qui présente, là, au niveau de l'écusson anal, on est capable d'identifier l'espèce. Pourquoi j'en parle? C'est parce que le hanneton commun, qui est celui qu'on retrouve le plus souvent, a un cycle de vie de 3 ans. Donc, c'est important de savoir à qui on a affaire pour savoir quand est-ce qu'on va avoir notre population. C'est au dernier stade larvaire, dans la 3e année avant qu'il émerge en adulte, que cette espèce-là va causer le plus de dommages parce que les larves sont plus grosses. Donc, c'est important de bien les identifier pour être en mesure de savoir un peu, d'adapter notre stratégie là, de lutte pour les vers blancs. Les vers fil de fer, qui sont le ravageur principal vraiment dans les grandes cultures, là, dans le maïs surtout, notre espèce principale étant le taupin trapu. C'est un groupe qu'on a quand même beaucoup étudié dans les dernières années. On a beaucoup plus de connaissances. On a un guide qui a été publié par Julien Sagesse au Sérum sur vraiment pour identifier comme il faut nos vers fil de fer. Là encore, c'est important de savoir quelle espèce qu'on a parce que leurs cycles sont différents. Le taupin trapu a un cycle d'1 an, mais on a le taupin du maïs qui va avoir des cycles de 3 ans. Et donc, encore là, les dommages ne seront pas tout à fait de la même ampleur ni au même moment. Donc, c'est vraiment important quand on veut bien diagnostiquer puis bien adapter nos méthodes de lutte de savoir quelle espèce on a à faire. Le ver gris-noir, c'est un autre des ravageurs qu'on va retrouver régulièrement en début de saison. On a des modèles prédictifs qui nous permettent de dire, bon, bien, quand est-ce que nos adultes vont arriver dans telle région, quand est-ce que les larves vont être au stade
ou qui pourraient être dommageables. C'est les larves les plus âgées qui peuvent se mettre à couper les plants et qui causent le plus de dommages. Mais il y a d'autres symptômes avant ça du ver gris noir qui peuvent nous indiquer que on a des populations de ver gris noir qui sont difficiles à voir dans le champ parce qu'ils se cachent le jour jusqu'à 15 cm en dessous du sol et souvent pas nécessairement en dessous des plants qui ont endommagé. Donc, c'est important de faire la différence. On a d'autres vers gris terne, on a le ver gris moissonneur, là, c'est temps-ci des avertissements, mais c'est le ver gris noir qui peut causer des problèmes. Les adultes arrivent par les vents là, du sud des États-Unis, mais il y a des pièges en place pour être capable d'identifier un peu nos pics de population et quand est-ce aussi que les larves pourraient endommager le maïs. Mais je vais vous montrer des dommages là, de ces différentes espèces-là un petit peu plus tard. Le perce-tige de la pomme de terre, j'en parle parce que de façon anecdotique, on en retrouve là, dans le maïs et ça cause des dommages qui sont très caractéristiques. Je vais vous montrer des photos aussi, mais c'est encore là, c'est une noctuelle, c'est un papillon qui est quand même très sporadique, mais qu'on peut retrouver là, à l'occasion dans les champs. Autre espèce, la chrysomèle du haricot dans le soya, qu'on voit augmenter quand même beaucoup là, depuis quelques années, de plus en plus tôt en fait, parce que la chrysomèle du haricot, on peut l'observer un petit peu plus tard en saison, mais c'est au stade plantule qu'elle peut être dommageable si elle fait beaucoup de défoliation. Je vais vous montrer les symptômes un petit peu plus tard. Donc, c'est un des insectes à surveiller, je pense, là, pour les prochaines années. Les chrysomèles des racines du maïs, donc qui, elles aussi, peuvent causer des dommages. J'en parlerai pas spécifiquement parce que c'est vraiment plus à la fin de la saison qu'on peut voir les populations et les dommages aussi aux racines. Mais c'est des insectes qui sont présents, qui sont dans les ravageurs des semis. La calandre du maïs, qu'on voit, probablement que vous n'avez jamais vu dans le champ, mais qu'on voit les symptômes, surtout parce qu'ils viennent s'alimenter en début de saison, puis ils vont percer un trou à la base de la tige, et après ça, ça va faire des trous sur les feuilles. Souvent, on se demande qu'est-ce que c'est. C'est la calandre qui est venue s'alimenter sur les plants. À l'occasion, vous pouvez en voir mortes sur le sol parce qu'elles émergent, elles s'alimentent, puis elles pondent, puis après ça, elles meurent assez rapidement. Mais c'est un petit insecte, un petit charançon, donc, qui va causer des dommages qui sont vraiment qui n'ont aucun impact sur le rendement, en fait, mais que vous allez voir les symptômes un petit peu plus tard. Et les punaises vertes et brunes, qui, elles aussi, c'est dans le soya, dans le maïs, la verte plus dans le soya, puis la brune plus dans le maïs, qui a eu une augmentation des punaises là, dans les dernières années, qui peuvent causer différents dommages. Je vais parler plus au niveau des stades, des premiers stades de maïs surtout, les dommages qu'elles peuvent causer. Souvent, ces insectes-là, on va voir plus de dommages quand le sillon est mal refermé. Brigitte, puis il va en parler un peu, mais quand le sillon est mal refermé, la punaise peut venir s'alimenter, en fait, à la base des plants et ça va causer, bon, on va voir d'autres types de trous, mais aussi comme elles injectent une enzyme, ça cause des problèmes au niveau de la croissance de la plante. Ça peut faire des dommages qui semblent assez importants, mais c'est quand même un insecte qui a peu d'impact sur le rendement, mais les dommages sont quand même très visibles là, à l'occasion de façon un peu, il y a différents endroits dans le champ où on peut en retrouver à l'occasion. Mais c'est vraiment beaucoup quand on a des sillons mal refermés en début de saison. Vous avez ce tableau-là, vous le retrouvez dans le guide des ravageurs de sol, mais vous le retrouvez aussi dans la nouvelle grille de référence là, de l'Ordre des agronomes sur les traitements de semences, où vous voyez un peu, on a mis les périodes de dépistage pour chacun de ces insectes-là, pour vous donner une idée déjà des moments où ils vont causer plus de dommages. Donc, les vers fils de fer, c'est souvent le 3e de mai qu'on va voir là, les populations là, qui vont commencer à être plus importantes. On le fait par piège à pas. On a le hanneton européen aussi qui, on va retrouver souvent les dommages plus rendus là, au mois de mai. Les adultes commencent à émerger. Vous avez scarabées japonais qui finalement, on va voir les larves, mais c'est souvent plus les scarabées adultes qui vont causer des dommages à défoliation un peu plus tard dans le soya. Vous avez au niveau là, du ver gris noir, les larves et les adultes, là, on va voir en mai, mais vous avez en juin principalement, le début juin, souvent c'est la période critique un peu pour le maïs qui n'est pas passé le stade 4 feuilles. La mouche des semis, donc, on fait l'observation des adultes là, qui sortent d'hibernation au mois de mai, puis après ça, c'est les larves là, tout le long de la saison. Puis, ce du soya, j'en ai pas parlé parce qu'il arrive plus tard, puis ce n'est pas des symptômes typiques là, au niveau là, de début de saison. Ici, c'est un tableau que vous pouvez retrouver. Il y a un document qui a été déposé sur AgriRéseau. Il est cité aussi dans la grille de référence de l'Ordre des agronomes. On a tenté
avec les années, en fait, de regrouper les différents symptômes. C'est ce que je vais vous présenter. Donc, pour chacun des ravageurs, qu'est-ce que, par exemple, le peuplement clairsemé, la croissance uniforme, quel ravageur pourrait causer ça? Donc, le ver gris-noir, les vers blancs, les vers fil de fer, la mouche des semis, tipule des prairies, limaces, qui pourraient être à la cause de ce symptôme-là qu'on peut observer dans le champ. Je pense que il faut vraiment que vous alliez, puis je ne le répéterai pas assez, il faut aller voir la cause. On l'a vu tout à l'heure avec Yvan, avec Brigitte, il y a plusieurs symptômes qui peuvent être similaires puis qui peuvent être causés par plusieurs choses, que ça soit abiotique ou biotique. Mais il faut vraiment aller marcher le champ, il faut aller soit mettre des pièges, aller déterrer des plants, voir les symptômes que je vais vous montrer, ou envoyer des échantillons si c'est des symptômes de maladie, ou bien voir un peu au niveau des herbicides, il y a certains symptômes qui peuvent être similaires. Mais je pense qu'on ne s'en sort pas, il faut vraiment aller au champ, puis marcher notre champ, puis aller déterrer des plants. Puis on a l'outil de performance des semis qui nous permet de faire tout ça, puis de discriminer toutes les différentes causes. Mais c'est quand même assez fastidieux en temps, ça je dois le reconnaître, mais c'est un des outils qu'on a développé aussi au cours des années. Donc, vous avez au niveau de la semence dévorée, donc ça peut être les vers blancs, les vers fil de fer, la mouche des semis. Il y a des symptômes assez typiques, donc je vais vous les présenter. Les plants flétris, jaunis, rabougris, on a vu mauve aussi des fois, ça peut être les vers fil de fer. Les galeries creusées dans la base du plant, sous le niveau du sol, on a les vers gris-noirs ou le percetis, je vais vous en montrer. Le feuillage, donc, il y a différents symptômes au niveau de la défoliation. Ça peut être des trous, des petits trous qui peuvent être symétriques ou non. Ça peut être des gros morceaux qui sont partis à l'intérieur des feuilles, à l'extérieur des feuilles. Ça, je vais passer un peu moins de temps là-dessus, mais vous avez différents symptômes comme ça, puis on peut les attribuer. Fait que ce tableau-là peut être un bon récapitulatif pour quand vous avez un symptôme de dire « OK, je vais aller voir après c'est quels insectes ou quels ravageurs peuvent causer, puis je vais fouiller un petit peu plus loin. » Donc, le peuplement clairsemé, la croissance uniforme, par exemple, dans le soya, dans ce cas-ci, donc, vous voyez, il y a des trous là, dans le soya, mais c'était la mouche des semis. Quand on a été voir au niveau des plantules, on avait de la mouche des semis qui avait causé la problématique de croissance, de peuplement clairsemé. Comme Yvan l'a montré tantôt, ça prend quand même un 40 là, de perte de peuplement avant qu'on ait des impacts sur le rendement dans le soya parce qu'il peut quand même supporter une bonne perte. Mais souvent, la cause, dans le soya principalement, au niveau du semis, ça va être principalement là, les mouches des semis qui vont être des ravageurs importants. On a vu aussi des vers blancs, mais dans le cas de la mouche, des vers fil de fer, ils s'attaquent assez rarement au soya. Vers gris-noir aussi, c'est quand même assez rare, mais ça pourrait arriver à l'occasion. Mais dans la plupart des cas, on soupçonne la mouche des semis quand il y a un ravageur dans le soya. Dans le maïs, vous voyez ici, on a des petits plants. On a un petit plant ici, il manque des plants. Il y a aussi là, le semoir, l'uniformité du semis qui peut jouer. C'est pour ça que quand on va faire l'évaluation de la performance des semis, on déterre à tous les endroits qu'il pourrait y avoir un grain pour aller voir si c'est parce que le semoir n'a pas semé uniforme ou bien il y avait une problématique d'insectes ou autre. Mais souvent, dans ce cas-ci, les petits plants, quand on est allé voir le plantule, il y avait un trou dedans et c'était des trous de vers fil de fer. Donc, ça peut, on a parlé tantôt d'un plant sur 6 là, qui a une croissance non uniforme ou au stade 2 feuilles, qui peut avoir un 5 de perte de rendement. Donc, c'est quelque chose à observer, c'est quelque chose à vérifier, en fait, quand vous allez au champ, si c'était la présence de vers fil de fer, mais ça peut être causé par autre chose aussi. Dans les dommages aux grains, pour différencier les 3 types de ravageurs, le principal qui est très facile à voir, c'est le trou du vers fil de fer. Donc, en général, on a un beau trou, là, comme vous voyez ici, là, puis même souvent, quand on y va au bon stade, là, en stade V2, V4, on va voir, même souvent, le ver fil de fer est encore en train de s'alimenter à l'intérieur. Donc, il y a un beau trou qui est très, très net. Les mouches des semis, comme les mouches n'ont pas de bouche, ils injectent comme une genre de salive, d'enzyme qui va liquéfier l'intérieur du grain. Ce qu'on va voir souvent, c'est qu'il va y avoir comme une fente dans le grain, puis quand on ouvre, c'est comme liquéfié à l'intérieur, puis souvent la larve va être à l'intérieur, puis elle va être en train de s'alimenter.
Puis ici, on avait un grain grugé là, qui était là, un ver blanc là, qui avait grugé le grain. Puis eux ont des mandibules, donc c'est beaucoup plus, c'est plus mangé. Ça arrive qu'on voit aussi des grains qui vont être grugés par les limaces ou par la tipule des prairies aussi. Donc, ça fait des gros trous, donc quand même assez typiques là, qui ne sont pas là, dans ces ravageurs-là. Donc, ça, c'est des symptômes assez typiques là, pour les dommages au grain là, quand vous observez. Allez voir surtout au niveau du grain, ouvrez-le pour la mouche des semis parce que souvent, elles vont être encore à l'intérieur là, quand on est dans les premiers stades, là, puis qu'on est dans la période où les mouches, on est dans les stades larvaires. Les plantules endommagées, vous avez ici c'était une expérience en labo là, avec des vers de fil de fer, donc c'était assez grugé, assez net parce qu'eux aussi ont des mandibules. Ici, dans le soya, on voyait qu'il y avait eu, ici c'était de la mouche des semis, puis ce que ça fait, c'est que c'est comme si ça creusait comme des petits nids à l'intérieur, soit sur le grain, ici que les cotylédons, parce que comme il faut qu'il liquéfie l'intérieur, la plantule, ben, la tige ou bien le cotylédon, mais on voit comme un petit lit pour les larves. Et souvent, c'est des portes d'entrée aussi pour la fonte des semis. Fait que là, ça va brunir, il va y avoir des pathogènes qui vont s'insérer. Puis on va voir vraiment, là, il va y avoir de la maladie qui va s'être insérée à la suite de l'attaque par la mouche. Donc, c'est des dommages qu'on peut voir aussi, des plantules endommagées s'il n'y a pas de vers fil de fer. Des fois, ils n'ont pas attaqué le grain, mais on peut voir des dommages vraiment un peu plus sur la tige là, pour les vers fil de fer. Les tiges trouées coupées. Donc, vous avez dans les trous, le perce-tige, comme je vous en parlais tout à l'heure, il va vraiment faire un trou, mais vertical dans la tige. Puis, il va s'insérer dans la tige, il va rester là tout le long de la saison, jusqu'à temps qu'il tombe en chrysalide. Il va faire sa chrysalide, puis après ça, il va sortir en papillon. Mais il va vraiment s'insérer par le bas de la tige. Donc, si vous voyez un trou comme ça, c'est le perce-tige. C'est quand même assez anecdotique. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Puis à grande échelle dans un champ, mais ça peut arriver qu'on en observe là, dans le maïs. Ici, le ver gris-noir, c'est très, très typique. Vous avez un trou latéral sur la tige, surtout quand les larves sont rendues au dernier stade, stade larvaire, ils vont vraiment être capables de trouer, puis souvent, ça peut être même en dessous du sol. Donc, c'est pour ça qu'on ne distingue pas nécessairement. Mais donc, puis vous allez avoir la tige aussi qui a été coupée souvent nette. Donc, le ver gris noir va se mettre à couper quand il est rendu là, au stade plus âgé. Et aussi que le maïs est au stade, en bas de stade 4-5 feuilles. Puis ici, vous aviez une tige grugée là, par le ver blanc, par les hannetons. Il n'y a pas vraiment de trou quand c'est un ver blanc, puis ça va être grugé, puis on peut retrouver des plantules comme ça. Souvent, ça va être sous la terre aussi, mais donc ça peut vous aider à différencier entre le ver gris-noir puis le ver blanc. Il y a d'autres symptômes aussi. Là, on voit des feuilles qui ont été mangées. Donc, le ver gris-noir va se mettre à manger aussi les feuilles. Donc, ça peut vous aider à discriminer entre les deux espèces si vous ne les retrouvez pas. Les trous sur les jeunes feuilles de maïs, ici, on ne voit pas nécessairement, là, on voit un petit peu, mais le ver gris noir, quand ils sont au jeune stade larvaire, ils vont faire des petits trous un petit peu partout sur les feuilles. Donc, ça sera pas, ça va être aléatoire sur les plants, sur les feuilles, mais puis c'est pas nécessairement, il faut vraiment qu'on y pense de regarder s'il y a des petits trous, si on soupçonne la présence de ver gris noir. Parce que ici, vous avez d'autres trous. Deux petits trous symétriques qui vont être sur les feuilles 2 et 3. Ça va être la calandre. Donc, je vous montrais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'incidence sur le rendement. Puis, quand c'est la punaise, c'est les punaises brunes qui sont allées s'alimenter aussi sur les jeunes tiges, ça va faire des trous, mais qui vont s'allonger, qui vont vraiment devenir difformes aussi quand la feuille grandit. Puis souvent, ça vient tout jaune. Et c'est en général sur les feuilles 3 et plus, donc 3 et 4. Et on va voir aussi des déformations là, quand même là, du plant à cause des enzymes que la punaise va injecter. Donc, ça peut donner ça là, un peu plus tard en saison. Donc, les enzymes vont avoir fait le travail, là, puis ils vont avoir endommagé. Toutes les études qui ont regardé les impacts de la punaise brune, en tout cas, ne montrent pas d'impact sur le rendement de la punaise. Évidemment, si on avait des populations de plus en plus importantes, peut-être qu'il faudrait revoir un peu ces aspects-là. La défoliation dans le soya,
On a des cas, l'année dernière, il y avait là, des avertissements, là, des cas de chrysomèle du haricot là, dans les jeunes stades. C'est à ce moment-là que la chrysomèle pourrait être dommageable là, un peu plus parce que ça va affecter là, finalement la photosynthèse, entre autres. Fait que ça va être des trous quand même assez ronds. Il y a les limaces aussi qui peuvent faire des petits trous, puis il y a le scarabée japonais plus tard en saison. Mais en début de saison, de la défoliation peut être aussi, il y a certaines chenilles qui pourraient avoir un certain impact. Mais il y a une grille au niveau là, des pourcentages de défoliation qui montre les impacts selon le stade dans le soya qui est disponible et qui peut permettre d'évaluer s'il y a une intervention à faire ou pas. Aussi, dans le maïs, là, vous avez des dommages de limaces là, qui peuvent être assez imposants là, à certains moments. Là. La limace, ce qu'on va, que ce soit dans le soya ou dans le maïs, souvent on ne les voit pas parce qu'ils vont être cachés durant le jour, mais on va voir une présence de mucus sur le dessus des feuilles qui va montrer quand même que la limace est passée. Un autre symptôme du ver gris-noir, c'est que les feuilles vont être mangées par le centre. Donc, le ver gris-noir, c'est soit des petits trous en début d'infestation, ou après ça, ils vont se mettre à manger là, le cœur, un peu plus au cœur des feuilles, puis après ça, c'est le trou puis la tige coupée. Donc, ça, c'est dans les symptômes là, du ver gris-noir aussi, là, les feuilles mangées au centre. D'autres types de défoliation que vous pourriez voir dans le maïs, c'est la légionnaire uniponctuée, donc un petit peu plus tard en saison, qui va vraiment venir manger des gros morceaux sur les feuilles, puis sur des plants un après l'autre. Donc ça aussi, c'est un des aspects là, au niveau de la défoliation dans le maïs. Le cœur flétri, vous allez en voir souvent sur l'heure du dîner. Vous allez observer sur des plants un petit peu plus âgés, donc que 5-6 feuilles, qui vont se mettre, on va voir là, qu'ils vont se mettre à faner. En fait, c'est que quand vous déterrez le plant, vous allez trouver souvent un trou mais c'est à surveiller évidemment là, sur les données qu'Yvan vous montrait là, au niveau des retards, là, plus que 2 feuilles à 4 feuilles et tout ça de différence, ça pourrait avoir une certaine incidence là, sur le rendement quand on a un plant sur 6 là, à 4 feuilles de différence, il peut avoir une certaine influence. Donc, à surveiller. On a un logiciel qu'on a développé avec le club Gestricel qui a été testé, qui a été utilisé beaucoup, où on va au champ pour évaluer justement la performance des semis, où on déroule le ruban, puis on regarde chaque unité de semoir, on regarde sur 30 plants, on compte, on regarde la distance, on regarde toutes les problématiques de levée. On regarde la profondeur de semis aussi, puis toutes les causes associées qui pourraient avoir influencé là, la performance des semis, qui donnent des résultats. Mais en fait, comme on a d'autres causes de problématiques de levée qu'on peut voir, donc par exemple, c'est des données dans le maïs sucré, là, par ces 2 dernières années, je travaille là-dedans aussi, mais c'est très similaire. Donc, on peut avoir des dommages par le froid, donc on voit là, que les plants sont tous entortillés sous le sol et qui n'ont pas levé. La profondeur de semis aussi, donc qui peut faire, et mélangé au froid, qui peut faire que quand ils sortent, souvent ils sont tout entortillés. Ça peut être aussi le fait que le sol est trop dur. Il y a du croûtage, donc qui fait que les feuilles ont de la misère à se déployer. La maladie, comme Brigitte en a parlé. Donc, à l'occasion de cette évaluation-là, on est en mesure de vraiment discriminer, de voir un peu les problématiques. Des fois, c'est les résidus qui font que le grain était coincé dans les résidus. Puis, soit il ne sort pas bien, soit il n'était pas assez profond. Donc, on est capable de faire toute la discrimination des causes de levée. Puis, ça vous donne aussi, on en parlait tantôt, là, la distance entre chaque grain qui pouvait avoir une incidence si on avait des doublons, des triplets. Là, ça vous donne vraiment une évaluation de, OK, où est-ce qu'on se trouve sur le rang? Est-ce que c'était vraiment uniforme ou pas? La distribution du nombre de feuilles. Donc, là encore, là, il y a une incidence sur le rendement de voir qu'on a combien de pourcentage de nos plants qui ont une différence de 2 feuilles et plus. Donc, qui peut nous donner vraiment notre potentiel de rendement. Et la profondeur de semis, encore là, on disait qu'on voulait être à 1,5. Finalement, on est un petit peu plus bas que ça. Est-ce que le fait que c'était humide ou pas, ça peut avoir joué? Donc, c'est toutes des choses que le logiciel vous permet de faire. Je vous montre un peu des données qu'on avait prises sur 77 sites. On avait regardé 8820 plantules au champ.
Et on avait 5% de problèmes d'émergence sur les 8000 plantures. Donc, puis les plants sains qui étaient corrects, qui étaient uniformes et tout ça, il y en avait quand même 95%. Ça, c'était dans ces 77 sites-là qui ont été faits sur quelques années. Si on prend le 5% de problèmes d'émergence, on en avait 25% qui étaient liés à des insectes et 75% qui étaient liés à des autres. Donc, on voit là, les autres, c'était, bon, il y avait du croûtage, il y avait de la profondeur, il y avait du froid. À l'intérieur des insectes, si on regarde les insectes qui étaient comme évalués, on avait, par exemple, mouches des semis, c'était 5%. On avait des insectes non identifiés. Donc, on voyait que c'était un dommage d'insecte, mais on ne pouvait pas nécessairement l'attribuer à un ou l'autre. Puis, dans les pièges, on n'avait pas de corrélation. Donc, on avait 9,5. On avait 33% vers fil de fer et vers gris noir. Puis, on avait presque 50% qui étaient de la punaise brune, qui avait fait, en fait, parce qu'on note un peu les défoliations ou les trous sur les feuilles, mais ça n'a pas d'incidence sur le rendement. Donc, ça vous donne un portrait un peu de je sais que j'extrais ça, là, des données aussi sur beaucoup plus de sites aussi. Ils ont fait un peu ce portrait-là, mais ça vaut la peine d'aller voir parce que finalement, on avait comme 100 plants sur 8000 qui avaient des dommages d'insectes dans tous ces essais-là qui avaient été faits là, dans les dernières années dans le maïs grain. Donc, ça, c'est un outil qui existe. Ça fait un peu le wrap-up de tout ce qui a été montré qui nous permet de voir un peu là, où est-ce qu'il est notre problème. Est-ce que c'est plus un problème de semoir? Est-ce que c'est un problème de sol? Est-ce qu'il faut retravailler notre régie? Est-ce qu'il y a d'autres problématiques? Est-ce que c'est vraiment une problématique d'insectes ou de maladie? Et qu'est-ce qu'on fait après? Ça nous permet d'avoir vraiment un ensemble, là, une vue d'ensemble qui est quand même très intéressante là, pour les producteurs dans le maïs. On l'avait testé dans le soya pour voir un peu s'il y avait les mêmes problématiques. Ce n'est pas du tout la même quantité. Là, on ne voulait pas voir nécessairement au niveau de l'uniformité, mais dans le soya, il y a quand même très peu de problématiques au niveau de l'émergence, à part quand on a un cas de mouche des semis qui est quand même assez sporadique. On ne le voit pas à très grande échelle. Et donc, on a cessé l'outil de performance des semis. Je l'utilise dans le maïs sucré parce qu'il est très adéquat. Là. Il fait vraiment l'affaire dans le maïs sucré aussi. Et donc, différents liens utiles, là, je vous en ai mis plein. Mais en fait, c'est Isabelle Fréchette là, qui m'en a fourni. L'outil vers fil de fer là, qui vous permet là, vraiment d'évaluer le risque que vous ayez des verres fil de fer. C'est un outil qui a été développé avec l'utilisation de centaines et de centaines de sites au Québec. Vous avez des formations qui ont eu lieu là, dernièrement, là, soit le 21 avril là, pour le verre fil de fer, la mouche des semis, donc la mise au point là, qui a été faite là, par Sébastien et Julien qui ont sur le verre fil de fer, la mouche des semis. Vous avez différents fiches techniques. Puis j'en ai mis aussi au travers de la présentation. Fait que j'espère que ça pourra vous être utile si vous avez des questions. Claire? Bien, je pense que oui, parce qu'il n'y a pas de questions qui apparaissent. Donc, quelqu'un qui écrit « Merci beaucoup, conférencier ». C'est clair, merci. Donc, on a des merci. Donc, super, merci beaucoup, Geneviève. Tu es toujours disponible pour répondre aux questions si jamais on en a. Aucun problème, oui. Bon, parfait. Donc, c'est ce qui met fin à la formation sur l'évaluation de la levée et diagnostic des causes de mauvaise levée dans le maïs et dans le soya. J'espère que vous avez apprécié. Merci à vous tous là, pour vos questions et les échanges. Même si on n'a pas été super nombreux, c'était des questions très pertinentes. Donc, pour votre information, parce qu'on voit des gens qui le demandent, les présentations en version PDF vont être déposées sur le site web du MAPAC dans les prochains jours. Et comme j'ai mentionné au début là, du webinaire, les versions vidéo vont être déposées là, sur le site web, en fait, sur le compte YouTube là, du MAPAC dans les prochains jours, semaines aussi. Là. Donc, je vous rappelle là, pour toutes les questions concernant les problèmes de levée dans le maïs, dans le soya, vous pouvez communiquer avec le responsable régional là, du RAP du MAPAC de votre région. Donc, merci et bonne fin de journée.